Le 3 novembre 2025, une poignée a fait trembler Ouagadougou. Sous les caméras, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma s'est avancé vers le jeune chef d'État burkinabé et la salle a brusquement cessé de ressembler à un simple décor protocolaire pour devenir le théâtre d'un possible réalignement régional. Que signifie vraiment pour le continent et pour l'ascension d'Ibrahim Traoré cette image d'alliance affichée sans complexe face aux puissances occidentales? Dans ce palais sahélien, certains y ont vu le premier cadre d'un nouvel axe africain, d'autres le signe annonciateur d'affrontements plus rudes à venir. Cette enquête propose de comprendre pourquoi la rencontre entre Jacob Zuma et Ibrahim Traoré a été perçue bien au-delà du protocole comme un test grandeur nature pour l'idée de souveraineté africaine. Son intérêt central tient en une promesse claire, montrer comment une alliance symbolique peut modifier les équilibres politiques régionaux. Les déclarations publiques évoquant la libération véritable du continent ont servi de fil conducteur, mais ce sont surtout les signaux concrets, accueil officiel massif, cadrage panafricaniste, mise en avant d'un récit de continuité entre lutte anti-apartheid et refus des tutelles extérieures, qui ont donné à l'événement une intensité inhabituelle. Et c'est là que surgit la tension fondamentale. Si l'image d'un ancien combattant sud-africain aux côtés d'un dirigeant sahélien de 36 ans peut galvaniser une partie du public africain, elle peut tout autant être interprétée comme une opération politique soignée destinée à renforcer un bloc régional déjà engagé dans une rupture avec ses partenaires occidentaux. Cette dualité nourrit la première micro-question. Que vaut réellement un symbole lorsqu'il prétend annoncer un tournant stratégique? Deux éléments passés presque inaperçus lors de la couverture initiale éclairent pourtant la portée réelle de cette rencontre. D'abord, la date précise, 3 novembre 2025, qui n'est pas anodine. Elle intervient moins d'un an après l'annonce du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, et seulement quelques semaines après l'accélération de leurs discussions sur une architecture économique commune. Ensuite, la composition de la délégation sud-africaine, plus étoffée que ce qu'impliquait une simple visite protocolaire, révèle une intention politique assumée qui resitue immédiatement l'image de Zuma aux côtés d'Ibrahim Traoré dans un cadre stratégique plus large. Pour comprendre ce que cela engage, il faut remonter brièvement au ressort ayant conduit Ouagadougou à occuper aujourd'hui une position singulière. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré articule son projet autour d'un double axe, consolidation d'une souveraineté politique rompant avec les partenariats militaires traditionnels et recentrage économique fondé sur la maîtrise directe des ressources minières. L'expulsion des forces françaises, la suspension de plusieurs médias occidentaux, la réorganisation de la chaîne d'exploitation aurifère ou encore l'impulsion donnée à une culture administrative reflétant des marqueurs identitaires nationaux ne sont pas des décisions isolées. Elles composent un ensemble cohérent qui a redéfini la posture du pays dans le Sahel. En parallèle, Zuma, silhouette contrastée, mêlant héritage de lutte et passif politique lourd, a cherché ces dernières années à se repositionner comme figure tutélaire d'un panafricanisme soucieux d'indépendance économique. Sa présence à Ouagadougou, loin de ressembler à une tournée personnelle, confère ainsi une légitimité historique à la trajectoire défendue par les gouvernements sahéliens. L'effet cumulatif, mémoire anti-apartheid et radicalité souverainiste contemporaine, produit une scène densifiée qui dépasse largement le cérémonial diplomatique. C'est d'ailleurs ici que se referme le premier fil de curiosité ouvert plus tôt. L'image Zuma Traoré n'est pas seulement un symbole, mais l'aboutissement logique d'une série de repositionnements régionaux commencés depuis 3 ans. Pour saisir comment cette dynamique s'est installée aussi vite, il faut suivre deux trajectoires humaines qui, bien que distantes de presque 50 ans, convergent vers une même idée de souveraineté. La première est celle d'Ibrahim Traoré, dont l'ascension fulgurante a cristallisé l'attention d'une jeunesse sahélienne lasse des tutelles extérieures, non pas parce qu'il promettait des miracles, mais parce qu'il incarnait un style de leadership direct, lisible et volontaire. La seconde est celle de Jacob Zuma, revenu sur le devant de la scène non pour réhabiliter son image, mais pour se positionner comme l'un des derniers
témoin vivant du cycle de libération auquel beaucoup de mouvements actuels veulent se rattacher. Deux situations observées à Ouagadougou suffisent à montrer comment cette combinaison personnelle produit des effets politiques rapides. D'un côté, lors de la rencontre au Kuba Palace, les conseillers burkinabés ont insisté sur la continuité historique entre lutte anti-apartheid et rejet des dépendances et communs économiques contemporaines. Ce cadrage a permis de donner une épaisseur narrative au choix stratégique récent d'Ibrahim Traoré. De l'autre, la conférence publique où Zouma a affirmé que le Burkina Faso avait pris des décisions très correctes a fonctionné comme un amplificateur. Elle a mis en scène une validation intergénérationnelle et transnationale que peu d'acteurs sahéliens avaient obtenue jusque-là. Cet enchaînement a eu un impact immédiat. La rencontre n'a plus été perçue comme un simple exercice diplomatique, mais comme la mise en place d'un langage commun entre deux générations de leadership africain. Et l'enjeu concret émerge déjà. Qui pourra réellement transformer ce capital symbolique en gain politique mesurable? L'enchaînement des faits qui ont conduit à la scène du 3 novembre 2025 ne peut être compris qu'en 3 temps: une activation, un point culminant, puis une série d'ondes de choc qui ont redéfini la trajectoire régionale. L'activation commence en 2022 lorsque le Burkina Faso, encore secoué par une insécurité chronique, voit émerger Ibrahim Traoré comme figure de rupture. Les premières décisions du nouveau pouvoir, recentrer la stratégie militaire, redéfinir les partenariats extérieurs et engager une reprise en main graduelle des secteurs miniers ont rapidement déplacé les repères habituels du Sahel. Cette phase a ouvert un cycle où la question de souveraineté ne relevait plus d'un discours idéologique, mais d'une pratique politique assumée. Dans les mois suivants, alors que les alliances traditionnelles se fissuraient, un glissement plus profond s'opère. L'idée d'un espace sahélien capable de fonctionner indépendamment de structures régionales établies prend forme. Le Mali et le Niger connaissent un processus similaire. La synchronisation de ces 3 trajectoires rend désormais possible une coordination stratégique qui aurait été inimaginable quelques années auparavant. Le point culminant survient en septembre 2023 avec la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, la mise en place de ce bloc, défense commune, stratégie économique partagée, première discussion sur un outil monétaire, constitue une bascule majeure. Là où les annonces diplomatiques sont souvent prudentes, les dirigeants sahéliens affichent une détermination sans nuance: s'extraire des cadres hérités et construire un dispositif autonome. Le retrait collectif de la CEDEAO en janvier 2025 matérialise cette rupture. À partir de ce moment, chaque décision prise à Ouagadougou, Bamako ou Niamey est interprétée comme un jalon supplémentaire vers une refonte régionale. L'onde de choc suivante est culturelle et symbolique. Le discours panafricaniste retrouve de la vigueur, porté par une génération plus jeune, attirée par la posture d'indépendance revendiquée par Ibrahim Traoré. En parallèle, les États occidentaux perçoivent cette dynamique comme une perte d'influence accélérée, surtout après l'expulsion des forces françaises du Burkina Faso et la suspension de certains médias internationaux. Ces évolutions créent un climat où toute rencontre de haut niveau acquiert immédiatement une valeur stratégique. C'est dans ce contexte que Jacob Zuma arrive à Ouagadougou à l'automne 2025. Son déplacement ne se contente pas d'ajouter un acteur de poids à la scène, il sert de catalyseur. L'accueil orchestré par les autorités burkinabées montre clairement que la rencontre doit être lue comme une validation externe du chemin emprunté par les gouvernements sahéliens. Au Kuba Palace, les images sont soigneusement cadrées, 2 générations, 2 époques de lutte, mais un fil narratif partagé. Et lorsque Zuma déclare qu'il est venu observer un pays qui a fait quelque chose d'inhabituel pour libérer les Africains, l'effet est immédiat. L'événement n'est plus un simple échange diplomatique, mais le point de départ d'une narration politique transnationale. Cette chronologie révèle un motif unique, une succession de choix souverainistes a créé les conditions permettant à la rencontre Zuma-Traoré d'acquérir une portée continentale. Reste une question essentielle, le récit ainsi construit peut-il supporter l'épreuve du temps et des réalités économiques? Pour déterminer si la trajectoire politique
politique engagée depuis 2022 repose sur des fondations tangibles ou sur un récit principalement symbolique. Il faut examiner 3 indicateurs quantifiables qui ont structuré les analyses régionales au cours des 2 dernières années. Le premier concerne la réorganisation du secteur aurifère burkinabé. Selon les estimations internes utilisées par les institutions régionales, la proportion d'or raffiné localement est passée d'un niveau quasi nul à un volume mesuré à environ 5% de la production totale après l'annonce de la création d'une raffinerie nationale. Cette progression reste modeste en valeur absolue, mais elle marque un déplacement significatif. Auparavant, la totalité de la chaîne de valeur se situait à l'extérieur du pays. Autrement dit, même une augmentation limitée représente une rupture de modèle car elle introduit un cycle économique inédit dans lequel une part de la valeur est retenue localement. Le deuxième indicateur concerne la coopération sécuritaire au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. Les évaluations internes présentées dans divers forums en 2024-2025 évoquent une augmentation d'environ 30% des opérations conjointes entre forces burkinabè, maliennes et nigériennes. Ce chiffre, s'il ne garantit pas une amélioration automatique de la situation sécuritaire, encore chaotique dans certaines zones, permet néanmoins de mesurer un fait concret. La militarisation de la coopération entre les 3 pays n'est plus théorique. L'effort de coordination constitue une tentative de pallier le retrait progressif des partenaires extérieurs. Même si les résultats varient d'une région à l'autre, la hausse du niveau d'opération commune traduit un choix stratégique assumé, privilégier une architecture sécuritaire interne malgré les limites logistiques et opérationnelles visibles. Le troisième indicateur se situe sur le terrain diplomatique et financier. Après l'annonce du retrait de la CEDEAO, les 3 États de l'AES ont formalisé la création d'un fonds d'investissement commun, initialement évalué à plusieurs centaines de millions de dollars, selon les documents de travail circulant dans les instances régionales début 2025. Même si les montants exacts et les contributions effectives restent variables et parfois difficiles à vérifier, la mise en place de ce cadre technique représente une tentative de contourner les dépendances classiques aux bailleurs internationaux. Le mécanisme n'est pas totalement opérationnel, mais il constitue une base mesurable pour évaluer la volonté des États sahéliens d'établir leurs propres outils financiers. Pris ensemble, ces 3 données montrent un mouvement cohérent, légère hausse de la transformation locale des ressources, augmentation notable des opérations militaires conjointes, début d'un cadre financier autonome. Aucun de ces chiffres n'est spectaculaire isolément et aucun ne garantit le succès à long terme. Mais leur évolution cumulative, de 0 à un début de structuration interne, matérialise le pivot amorcé depuis 3 ans. Le récit politique ne repose donc pas seulement sur une rhétorique souverainiste, il s'appuie sur des transformations concrètes, bien que fragiles, qui traduisent une volonté réelle d'échapper aux modèles établis. La question essentielle désormais porte sur la durabilité de ces évolutions. Ces premiers gains peuvent-ils résister à la pression sécuritaire et à la volatilité économique de la région ? Pour évaluer honnêtement la solidité du projet souverainiste défendu par Ouagadougou, Bamako et Niamey et symboliquement renforcé par la rencontre entre Jacob Zuma et Ibrahim Traoré, il faut présenter les 2 thèses opposées dans leur version la plus robuste avant d'examiner les limites de chacune. Le premier argument, soutenu par les partisans de la nouvelle ligne sahélienne, affirme que les 3 États ont enfin rompu avec un cycle de dépendance chronique. Ils mettent en avant la hausse des opérations militaires conjointes, les initiatives économiques autonomes, la mise en chantier d'une raffinerie d'or nationale, ainsi que la capacité affichée d'Ibrahim Traoré à mobiliser un soutien social important autour d'un discours panafricaniste renouvelé. Pour eux, ces éléments prouvent qu'un modèle alternatif peut émerger en s'appuyant sur la coordination régionale et sur la maîtrise directe des ressources. Le second argument, souvent formulé par les analystes plus prudents, soutient au contraire que les risques structurels restent très élevés. Les 3 pays demeurent confrontés à une insécurité persistante, à des contraintes financières lourdes et à une fragilité institutionnelle qui complique la mise en œuvre de toute stratégie ambitieuse
De plus, la rupture avec les partenaires occidentaux s'est faite rapidement, sans filet et sans garantie que les nouveaux alliés internationaux offriront un soutien équivalent à long terme. Pour ces observateurs, le volontarisme politique ne peut pas compenser les limites logistiques et économiques du moment. Ces deux thèses, prises dans leur version la plus solide, montrent que le débat ne se réduit ni à l'enthousiasme ni au scepticisme. La trajectoire actuelle contient des éléments concrets de transformation, certains déjà mesurables, mais aussi des fragilités profondes qui ne peuvent être ignorées. Le point d'équilibre se situe peut-être entre les deux, un mouvement réel vers plus d'autonomie, mais encore loin d'être stabilisé dans ses fondations. Ce constat ouvre une nouvelle question de curiosité. Jusqu'où cette dynamique peut-elle aller avant de rencontrer ses premières limites structurelles ? Un glissement silencieux s'est produit au milieu de l'attention médiatique portée à la poignée Zouma Traoré. Un détail passé inaperçu transforme pourtant la lecture stratégique de l'événement. La rencontre n'a pas seulement servi à affirmer une posture souverainiste, elle a offert à Ibrahim Traoré une reconnaissance panafricaine venant d'un acteur extérieur au Sahel, ce qui modifie profondément l'équilibre interne de l'AES. Ce moment marque une inflexion car il introduit pour la première fois une articulation entre légitimité générationnelle et légitimité historique, deux ressources que les gouvernements sahéliens n'avaient jamais réussi à combiner simultanément. Lorsque Zouma évoque publiquement la juste direction prise par le Burkina Faso, il ne s'agit pas seulement d'un appui moral, c'est l'intégration implicite du projet sahélien dans une continuité politique qui remonte aux luttes anti-apartheid. Le changement de cadre est donc net. Au lieu d'un bloc régional isolé, le Sahel apparaît soudain comme un laboratoire continental observé et validé par d'anciennes figures de la libération. La question centrale émerge ici. Ce supplément de légitimité peut-il se traduire en influence durable sur la scène africaine ? Les effets concrets de cette dynamique commencent déjà à se manifester pour 4 ensembles d'acteurs: les populations locales, les économies nationales, les administrations étatiques et enfin l'environnement régional élargi. Chacun voit dans la rencontre Zouma-Ibrahim Traoré une traduction spécifique des recompositions en cours. Pour les populations locales, l'impact le plus visible est narratif mais non négligeable. Dans plusieurs capitales sahéliennes, la mise en avant d'un discours souverainiste articulé à une figure historique comme Zouma renforce le sentiment que les décisions politiques ne sont plus dictées depuis l'extérieur. Cela nourrit une forme d'optimisme prudent, même si les conditions de vie restent difficiles. La perception d'une continuité entre luttes passées et trajectoires actuelles est devenue un facteur de mobilisation psychologique, surtout dans les zones où l'autorité de l'État tentait de regagner du terrain. Sur le plan économique, les effets demeurent partiels mais mesurables. L'annonce d'un futur fonds d'investissement commun pour l'AES a stimulé plusieurs initiatives locales visant à capter davantage de valeur interne, notamment autour de la filière aurifère. Bien que les montants réels restent fluctuants, l'idée même de construire une architecture financière indépendante a incité certains opérateurs nationaux à reconsidérer leur chaîne d'approvisionnement. Cela ne résout pas les contraintes budgétaires structurelles, mais crée une fenêtre d'expérimentation qui n'existait pas avant 2023. Du côté des administrations étatiques, la rencontre a offert un accès inattendu à une ressource rarement disponible au Sahel, la légitimité symbolique transgénérationnelle. L'alignement visuel entre un ancien acteur majeur de la lutte anti-apartheid et un dirigeant jeune comme Ibrahim Traoré permet aux appareils gouvernementaux d'articuler leurs réformes sous une bannière plus large que la simple gestion de crise. Certaines mesures, notamment la coordination militaire accrue et la transformation institutionnelle autour des ressources, gagnent ainsi une cohérence narrative facilitant leur acceptation interne. Enfin, pour l'environnement régional élargi, l'apparition de ce nouvel axe symbolique modifie la lecture stratégique des partenaires africains comme non africains. Les discussions autour d'une monnaie potentielle de l'AES, la hausse des opérations conjointes et l'intérêt affiché de nouveaux acteurs internationaux ont créé une incertitude diplomatique qui oblige les États voisins à réévaluer leurs propres alignements. Plusieurs chancelleries observent désormais le Sahel comme un espace de recomposition, non comme une périphérie instable. Ce repositionnement
événement entraîne une compétition d'influence plus marquée, notamment au sein d'organes régionaux où les équilibres traditionnels étaient jusqu'ici dominés par d'autres puissances. Pris ensemble, ces 4 catégories d'effets dessinent un paysage où les conséquences de la rencontre ne se limitent pas à l'image médiatique. Elles annoncent un redéploiement des priorités, une tentative de consolidation intérieure et une reconfiguration diplomatique progressive. Reste à savoir si cette dynamique pourra, dans les prochains mois, dépasser le seuil symbolique pour produire des changements institutionnels pleinement durables. Au regard des tendances observées depuis 2022 et des signaux politiques envoyés lors de la rencontre entre Jacob Zuma et Ibrahim Traoré, 3 trajectoires possibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elle dit à ne reposer pas sur une logique prédictive, mais sur une lecture structurée des dynamiques déjà actives dans le Sahel et dans l'AES. Dans un scénario de base, les 3 États de l'AES consolident progressivement leur dispositif interne sans changement spectaculaire. Les opérations conjointes continuent d'augmenter à un rythme mesuré, tandis que la mise en place du fonds d'investissement commun avance par étapes administratives successives. Le Burkina Faso poursuit la construction technique de sa chaîne aurifère sans bond quantitatif majeur, mais avec une amélioration de coordination entre institutions. L'effet principal serait une stabilisation relative du modèle souverainiste, ni triomphant ni menacé, mais suffisamment cohérent pour être poursuivi. Le scénario optimiste imagine une accélération de la convergence institutionnelle, la reconnaissance panafricaine accrue, renforcée par des figures comme Zuma, pourrait attirer des partenariats africains supplémentaires, notamment d'États cherchant à diversifier leurs alliances. Une amélioration partielle de la sécurité dans certaines zones permettrait de réorienter des ressources vers le développement économique interne. Dans ce cadre, la raffinerie d'or et le fonds d'investissement pourraient devenir des symboles concrets d'une autonomie financière émergente. L'AES serait alors perçue non comme un bloc isolé, mais comme une expérimentation continentale crédible. Le scénario contraint, enfin, repose sur un cumul de vulnérabilités déjà identifiées, tensions sécuritaires persistantes, pression économique, fragilités institutionnelles et ralentissement des partenariats extérieurs. Dans ce cas, le projet souverainiste resterait symboliquement fort, mais opérationnellement limité. Les initiatives économiques avanceraient lentement et les États pourraient être contraints de rechercher ponctuellement un soutien extérieur supplémentaire, au risque de brouiller le récit de souveraineté totale. L'AES demeurerait cohérente dans le discours mais fragmentée dans la mise en œuvre. Ces 3 scénarios montrent que l'incertitude reste élevée, cependant chacun repose sur des mécanismes déjà visibles. L'enjeu principal devient donc analytique. Observer comment les États du Sahel arbitreront entre ambitions souverainistes, contraintes matérielles et nécessité de résultats mesurables. Au-delà des dynamiques géopolitiques et des grands récits continentaux, cette séquence touche 3 catégories de public d'une manière beaucoup plus directe qu'il n'y paraît. Pour la jeunesse africaine connectée qui a suivi de près l'ascension d'Ibrahim Traoré, l'apparition d'une figure historique comme Jacob Zuma aux côtés d'un dirigeant de 36 ans réactive un sentiment de continuité entre luttes passées et aspirations présentes. Beaucoup y voient la preuve que les revendications actuelles ne sont pas isolées, mais s'inscrivent dans une histoire longue de résistance. Ce type de mise en scène nourrit un imaginaire politique puissant, même lorsque la réalité matérielle reste difficile. Pour les communautés économiques et entrepreneuriales, la rencontre envoie un signal différent. L'idée que la région pourrait, dans un avenir proche, se doter de cadres financiers alternatifs. Même si rien n'est garanti, le simple fait de discuter d'un fonds d'investissement commun ou d'une transformation locale des ressources suffit à modifier les anticipations. Cela ouvre un espace où certains acteurs envisagent de réadapter leur stratégie, en particulier dans les secteurs miniers et logistiques. Pour les citoyens des zones rurales et des régions les plus exposées à l'insécurité, la portée est plus pragmatique.
Les annonces de coordination militaire renforcée, déjà perceptibles au sein de l'AES, nourrissent l'espoir que les États pourront répondre plus efficacement aux menaces qui perturbent la vie quotidienne. Même si les résultats ne sont pas instantanés, la perspective d'un dispositif régional plus cohérent crée une attente nouvelle. Ces trois angles montrent que l'événement dépasse largement les cercles diplomatiques et qu'il redéfinit pour beaucoup ce qu'ils imaginent possible à court terme. D'où une question simple mais décisive, ces attentes pourront-elles se transformer en amélioration visible dans la vie réelle ? Pour que les ambitions portées par l'AES et réaffirmées lors de la rencontre entre Jacob Zuma et Ibrahim Traoré se traduisent en résultats concrets, une feuille de route pragmatique s'impose. Elle ne vise pas l'exhaustivité, mais l'identification de leviers immédiatement actionnables et mesurables dans les 12 prochains mois. Pour commencer, formaliser une coordination économique vérifiable. Les trois États doivent établir un calendrier public précisant les contributions, les décaissements tests et les critères d'allocation du futur fonds d'investissement commun. Un tableau trimestriel synthétique permettrait de suivre l'avancée réelle, évitant que le projet ne reste un slogan politique. Ensuite, renforcer l'articulation sécuritaire locale régionale. Il s'agit de définir 3 zones prioritaires où les opérations conjointes seraient systématiquement coordonnées avec des objectifs simples, fréquence des patrouilles, partage d'informations et capacité d'intervention en moins de 48 heures. Ce dispositif créerait un indicateur mesurable pour évaluer l'efficacité de la coopération militaire. Par ailleurs, stabiliser la chaîne de valeur aurifère. Le Burkina Faso pourrait, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, déployer un système minimal de certification nationale garantissant la traçabilité d'une fraction de la production. Même limité, cet outil fournirait une base technique pour augmenter progressivement la transformation locale. Enfin, créer un mécanisme de communication continentale. Une plateforme panafricaine dédiée aux initiatives souverainistes de l'AES renforcerait la lisibilité externe du projet et attirerait de nouveaux partenariats africains. La cohérence du récit joue ici un rôle stratégique majeur en combinant ces 4 axes: coordination économique, sécurité intégrée, structuration minière et diplomatie narrative. Les gouvernements sahéliens disposeraient d'un cadre opérationnel capable de transformer des engagements politiques en avancées vérifiables. Lorsque l'on revient à la scène du Cuba Palace, un détail s'impose. La posture d'Ibrahim Traoré, immobile un instant face à Jacob Zuma, donnait l'impression qu'un fil invisible reliait 2 époques pourtant séparées par des décennies. Cette image, bien qu'orchestrée, a servi de point d'ancrage émotionnel pour beaucoup, comme si elle incarnait en quelques secondes ce que des années de discours n'avaient pas toujours réussi à transmettre. On repense alors au jeune militaire devenu chef d'État, à la rapidité avec laquelle il a voulu redéfinir les contours du pouvoir sahélien, puis aux vétérans sud-africains portant encore l'ombre longue des luttes anciennes. Leur rencontre, loin de n'être qu'un symbole, a fonctionné comme un rappel. Les trajectoires individuelles continuent de façonner les imaginaires collectifs, et si cette poignée, cette simple mise en scène de continuité devenait un marqueur durable de cette période charnière, la question demeure ouverte, mais l'émotion qu'elle a suscitée révèle son potentiel narratif. En arrière-plan, une phrase s'impose comme un écho discret. Le destin politique tient parfois à un geste qui dépasse ceux qui le posent. Si cette séquence politique a autant retenu l'attention, c'est parce qu'elle ouvre un espace de réflexion inédit sur la manière dont les États africains redéfinissent leur rapport au monde. La rencontre entre Jacob Zuma et Ibrahim Traoré n'impose aucune conclusion définitive, mais elle offre un miroir, celui d'un continent qui teste de nouvelles trajectoires, parfois hésitantes, parfois audacieuses, toujours scrutées avec intensité. Dans ce moment de transition, chacun peut trouver sa place, observateur attentif, citoyen engagé, analyste critique ou simple curieux de l'évolution du Sahel. Le débat reste ouvert, vivant, nourri par les questions que soulèvent ces choix souverainistes et par les incertitudes qu'ils portent. Alors, que retenez-vous vraiment de cette scène qui a circulé à travers l'Afrique et au-delà? L'apercevez-vous comme un tournant durable ou comme une séquence parmi d'autres dans un paysage politique mouvant? Votre lecture compte, partagez-la, nuancez-la, questionnez-la. C'est ainsi que se construisent les discussions qui permettent de mieux comprendre les transformations en cours.